Bonjour et bienvenue sur le webinaire autour de la recherche opérationnelle. Donc, nous allons vous parler avec Sylvain de la recherche opérationnelle, à savoir qu'on l'utilise au quotidien. Donc, je suis Laetitia Fauconnet-Viegas, en charge du marketing, de la communication et de la formation au sein de ProBayes, et je suis accompagnée de Sylvain. Sylvain Ducomment, je suis dans l'équipe recherche opérationnelle de ProBayes depuis 4 ans et j'ai fait une thèse en recherche opérationnelle. Alors, savez-vous que le nombre de contraintes en fait que l'on a intégrées dans la résolution d'une problématique augmente de plus en plus. Et donc, à travers ce webinaire, on va expliquer comment est-ce que l'on trouve la meilleure solution possible parmi un nombre d'alternatives importants et dans un temps raisonnable, en fait. Et c'est tout l'intérêt de la recherche opérationnelle. Donc, la recherche opérationnelle, en fait, on peut imaginer qu'on a l'intelligence artificielle. La recherche opérationnelle, en quoi ça consiste? C'est prendre une décision optimisée face à un problème contraint dans un temps raisonnable. On parle souvent de recherche opérationnelle associée à l'optimisation combinatoire. Et l'optimisation combinatoire, c'est prendre la meilleure décision possible parmi un nombre important d'alternatives. Voilà. Donc là, je vous ai tous perdus au bout de 2 minutes. En fait, en quoi ça consiste? Si on prend un exemple très concret, on vient de passer la rentrée scolaire. Donc, vous imaginez qu'il y a dans de nombreuses familles, en fait, il y a des plannings à organiser autour des activités professionnelles, des activités scolaires, des emplois du temps scolaires, des activités extra-pro et extra-scolaires dans des lieux différents. Donc, il faut organiser tout ça. Donc, c'est le casse-tête chinois à chaque rentrée pour de nombreuses familles. Alors ça, c'est encore assez simple, même si ça prend en compte beaucoup de contraintes. C'est assez simple parce que ça se fait dans un environnement qui est assez restreint. Imaginez ça dans une entreprise de 2000, 5000, 100 000, 200 000 salariés. Voilà, avec des contraintes complètement différentes. Et là, on a tout l'intérêt de la recherche opérationnelle. Donc la recherche opérationnelle, en fait, à quoi elle sert? Pourquoi elle vous aide? Elle va vous aider sur des décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles. Donc ça va être l'amélioration et la qualité de service, ça va être la maximisation des profits, la minimisation des coûts. Ça va vous permettre également de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et voire d'accélérer les différents processus. Et quelques exemples très concrets là-dessus, ça peut aider sur tout ce qui est l'optimisation des flux logistiques, par exemple, la planification des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles. C'est également l'organisation des réseaux logistiques, des réseaux de distribution. Et enfin, c'est vous permettre de déterminer vos tarifs en fonction des prix d'achat et de vos prix de vente, et puis éventuellement perfectionner les trajectoires. Comment fonctionne la recherche opérationnelle, Sylvain? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je crois qu'il y a 3 piliers phares dans l'aéro. De l'aéro, et on va prendre notre fil conducteur, ça va être les ingénieurs de Google Maps et la recherche du plus court chemin. Et la question du métier, ça va être quel est le chemin pour aller de A vers B en voiture. Donc ça, c'est les connaissances métiers, un des piliers des experts aéro. Et les ingénieurs de Google, ils se sont dit, nous, on a déjà la carto routière. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, en fait, c'est là où intervient le deuxième pilier d'un expert aéro, c'est les mathématiques appliquées. En fait, ça va être toute une boîte à outils d'outils de mathématiques pour modéliser les problématiques métiers en des problématiques mathématiques. Et là, sur la recherche de plus court chemin, donc on connaît historiquement des algorithmes Dijkstra, Bellman-Ford dans les années 70, et les ingénieurs de Google, ils se sont dit, on va pouvoir répondre à cette question métier via ces algorithmes. Mais ces algorithmes, ils sont quand même assez anciens et il y a des problèmes. Google, il veut que ce soit performant, qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui utilisent sa plateforme Google Maps. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier qui est d'un expert aéro, qui est l'informatique. Et dans l'informatique, on va avoir tout ce qui va être calcul informatique, théorie de la complexité pour améliorer justement l'utilisation métier, pour améliorer les performances des différents algorithmes utilisés, etc., etc. Et le métier n'est pas, le process n'est pas fini. Il y a toujours un retour en arrière
pour toujours chercher les besoins métiers. Est-ce que déjà les premières solutions satisfont le métier? Donc, il y a toujours un avis métier. Je rappelle que c'est des outils d'aide à la décision, donc la décision finale, c'est toujours le métier. Mais il y a aussi un autre process où, pour améliorer justement nos développements, là, les ingénieurs de Google, quelles questions ils peuvent se poser? Donc, ils peuvent se dire, c'est bien beau d'avoir une cartographie routière, mais on pourrait l'améliorer. C'est pour ça qu'ils mettent en place les Google Cars et tout, pour avoir une meilleure modélisation justement du réseau routier. Et on pourrait aussi, pour augmenter l'utilisation ou même les différents besoins métiers, on pourrait ajouter des options. Maintenant, on a les options réseau pédestre. En fait, je ne suis pas en voiture, mais je vais aller du point A au point B à pied, par quelle route je passe. Et on a des options de partir quand, partir, à partir de quand partir, et tout, etc., etc. Donc voilà les 3 piliers de la recherche opérationnelle. Et c'est avant tout une aide à la décision. Donc on revient toujours vers le métier et c'est toujours le métier qui nous donne des retours et qui a la décision finale. Maintenant qu'on a vu la partie théorie, Sylvain, est-ce que tu peux nous donner des exemples justement de recherche opérationnelle qu'on utilise au quotidien? On a fait le fil rouge conducteur, la recherche d'itinéraire, donc tout ce qui est Google Maps, Waze. Ça répond à la problématique quel est le chemin pour aller d'un point A à un point B, alors avec différents réseaux. Le réseau routier, Waze, Google Maps, le réseau, il y a les camions aussi avec Mappy, etc. Mais on a aussi récemment, la question. La question, c'est quel est le chemin pour aller d'un point A à un point B, mais en utilisant différents modes de transport. Donc là, c'est pas du tout le même réseau, ça va être le réseau des transports publics. Donc, à l'inverse de la recherche d'itinéraire où c'était des problématiques RO anciennes des années 70, là, on a eu des grandes avancées sur la recherche dans les transports publics, notamment dans les années 2015 et tout, où il y a eu des bons. Donc là, on peut l'utiliser avec le site, par exemple, de la RATP ou SNCF, etc., pour avoir différents modes de transport. À savoir que ces 2 cas, c'est des réseaux urbains, c'est des réseaux complètement différents. Vous avez le réseau routier en haut à gauche, c'est le réseau routier de Grenoble, et le réseau des transports publics qui est sensiblement différent parce que là, on a non pas des rues et des intersections, mais on a des lignes avec des horaires sur chaque arrêt de bus. On l'utilise également sur la logistique, que ce soit pour transporter des personnes, des produits, des services, Exactement. des énergies. En fait, à partir du moment où on a un réseau, n'importe lequel, on peut appliquer des problématiques de RO. Ici, on a vu le réseau routier, réseau transport public. On peut avoir les réseaux électriques, le réseau d'eau, le réseau ferroviaire, mais on a aussi le réseau des colis. C'est-à-dire qu'on a une demande, pour un transporteur, on a un ensemble de demandes de différents colis, de Paris à Grenoble, par exemple, par où je les fais transiter. La question, j'ai différents hubs, centres de tri. Est-ce qu'il vaut mieux le faire passer par Lyon ou par Saint-Étienne pour arriver à Grenoble? Tout ça, c'est des problématiques de RO qu'on a traitées aussi à Probayes. Du matching? Du matching, alors ça, c'est la solution Cocoli. En fait, on connaît plus la solution Blablacar. C'est en fait un matching entre un covoitureur et un conducteur. Donc, l'idée, c'est de satisfaire les 2 utilisateurs. Celui qui conduit, il n'a pas envie de faire un énorme détour. Il met son itinéraire et il a envie de faire un détour au maximum de 5 km. À l'inverse, le covoitureur, lui, il a un point de passage et il faut trouver le meilleur matching pour satisfaire les 2 utilisateurs. On a la même vision, mais à la place d'avoir un covoitureur, on a un colis. Donc, c'est-à-dire, je suis un conducteur, il me reste de la place dans le coffre. Est-ce que je peux transporter un colis d'un point A à un point B? Il y a des solutions de matching là-dessus. Il y a une autre solution de matching qui existe et que les parents de lycéens connaissent également? Oui, Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est théoriquement derrière Parcoursup, donc l'affectation des étudiants à différentes universités. C'est ce qu'on appelle le problème du mariage stable. Et en fait, le problème du mariage stable, du moins sa résolution, a eu le prix Nobel d'économie en 2012 et qui ont montré qu'il y avait des matchings parfaits dans certaines conditions.
Alors, le problème du mariage stable, il peut être utilisé dans Parcoursup, mais plus généralement, il peut être aussi utilisé dans les donneurs-receveurs d'organes. En fait, on a un ensemble de donneurs, un ensemble de receveurs, et on va avoir le meilleur mariage, en fait, créer les meilleurs couples pour qu'il y ait le moins de rejets possible. Donc ça, c'est le problème du mariage stable, qui a eu le prix Nobel d'économie. Donc on touche vraiment à l'économie aussi en RO en 2012. Et pour nos grands voyageurs, du coup? Alors pour les grands voyageurs, c'est un gros domaine d'application qui est l'aviation, où il y a beaucoup de problématiques de recherche opérationnelle. Par exemple, on est un ensemble de voyageurs, on est 4 voyageurs et on a des préférences de placement au sein de l'avion. Si on est dans un long courrier, on préfère être côte à côte pour voir le même film, etc. Amadeus, il propose en temps réel, à chaque fois qu'on a des préférences, un placement optimal en fait du groupe de voyageurs dans l'avion. Est-ce que tu peux nous parler aussi du yield management qu'on ne connaît pas forcément? Le yield management, c'est tout ce qui va toucher, c'est la partie aéro qui va toucher à l'économie ou à l'analyse, on va dire, financière. Une question qui se posait à chaque fois, c'est pourquoi quand on fait une recherche d'un billet, un billet d'avion ou un billet de train, les prix sont différents d'un jour à l'autre. Là, j'ai fait un exemple. On va faire un Nuremberg-Genève le 3 juillet. J'ai fait une recherche le 23 juin et une le 26 juin. Alors, on pourrait penser que plus on approche de la date de départ, plus les prix vont augmenter, mais pas forcément. On voit que le premier voyage proposé, il était plus cher le 23 juin et il a baissé 4 jours après. Alors, c'est tout un pan de la recherche opérationnelle qu'on appelle yield management qui va analyser les finances, mais le but aussi, c'est pas forcément d'augmenter les prix, mais ça va être de baisser les prix pour avoir de l'attractivité. Donc, il y a plein de théories là-dessus en recherche opérationnelle et qui est utilisée dans les services financiers ou marketing. Souvent, les clients avec lesquels on échange, en fait, ils se posent la question pour savoir comment on différencie en fait de la recherche opérationnelle et comment elle peut répondre à notre besoin. Et en gros, comment est-ce qu'on sait si la recherche opérationnelle pourra répondre à la problématique d'un client? Alors, la recherche opérationnelle, elle va répondre à la problématique d'un client quand la problématique d'un client est un vrai casse-tête chinois pour le réseau. Quand on a une prise en compte d'énormément de contraintes, et parfois avec des objectifs de minimisation de coûts, de maximisation de profit, et que trouver une solution même réalisable, ça devient un casse-tête chinois. Donc on peut trouver en termes de jeu, on a le sudoku, les échecs qui sont on va dire ce que j'appelle des casse-têtes chinois, mais on peut utiliser les théories de la recherche opérationnelle pour les résoudre. Mais plus pratiquement, on a tout ce qui est gérer les plannings, la planification des ressources humaines, donc l'exemple qu'a donné Laetitia au tout début, donc dans une entreprise ou par exemple dans les hôpitaux, comment on peut gérer les ressources humaines pour avoir un service continu 24 sur 24, quoi, tout en respectant les repos légaux, tout en respectant aussi les préférences et les contraintes, etc. À Grenoble, on a ST Microélectronique qui fait des puces microélectroniques. Et en fait, les plaques de silice, elles arrivent rondes. Nous, notre puce, on les veut carrées. Donc, en fait, comment on va faire la découpe de des plaques rondes pour minimiser les rebuts? Donc, tout ça, c'est des questions de découpe ou de placement des puces sur la plaque. Et comme je l'ai dit, à partir du moment où on a un réseau, on a plein de problématiques de recherche opérationnelle, que ce soit d'un point de vue stratégique, tactique et opérationnel, et notamment avec la supply chain, tout ce qui va être gestion des stocks dans les entrepôts, tout ce qui va être réseau de transport. Donc là, réseau de transport, on peut aller jusqu'au dernier kilomètre, donc c'est la livraison de colis chez vous, mais aussi la construction du plan de transport, donc entre les différents hubs ou les centres de dépôt, quelles lignes activer, etc. Et on peut, dans le maritime, des positionnements de conteneurs pour que le navire, il doit respecter les contraintes de navigabilité, mais aussi augmenter la capacité, le placement des conteneurs là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à identifier si c'est un problème de prévision ou un problème de recherche opérationnelle? Alors, la prévision, c'est, comme son nom l'indique, ça va estimer le futur, ce que ne fait pas la RO. La RO, elle a des données, alors, qui peuvent être à l'instant T, mais qui vont vraiment être
qui vont pas prédire le futur, qui vont vous donner une aide à la décision à l'instant T avec les données qu'on lui a données. La prévision, c'est vraiment estimer le futur à partir des données historiques. Qu'est-ce que j'anticipe? Donc, on a la météo, les ventes, l'analyse des ventes, ça peut être fait en prévision, et la consommation énergétique. Ça ne veut pas dire que la recherche opérationnelle et les méthodes de prévision peuvent être décorrélées. On peut très bien, en amont d'un projet, utiliser de la prévision pour nourrir le modèle ERO, et vaut mieux le prévoir en amont pour avoir une meilleure modélisation de l'ensemble du problème. Un exemple, si on reprend Google Maps, on peut intégrer une sorte de prévision quand on fait une analyse du trafic. C'est-à-dire qu'on va avoir la recherche du plus court chemin avec des prévisions de trafic, donc de bouchons et tout, etc. Donc là, c'est un bon mélange entre prévision et recherche opérationnelle, mais c'est quand même deux mondes différents. Alors, pour aller plus loin sur la recherche opérationnelle, en fait, il nous a semblé intéressant de vous parler de l'Académie ProBIAS, puisque depuis 20 ans que ProBIAS existe, on donne des formations sur le langage Python, mais pour la data science, tout ce qui est machine learning, deep learning, donc que vous voyez en bleu foncé, avec machine learning, la vision par ordinateur, les séries temporelles, le traitement automatique des langues, etc. Et puis, Sylvain a développé 2 formations sur la recherche opérationnelle. Donc là, aujourd'hui, on a ce catalogue-là. Donc, vous pouvez soit prendre une formation parce que vous avez envie de vous perfectionner sur un thème bien précis, ou alors prendre un circuit de formation. Et en fait, Sylvain a développé 2 formations. Une première formation qui est de l'acculturation, c'est de la découverte de la recherche opérationnelle. On l'appelle vulgairement RO1, en fait. Cette formation, elle s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent comprendre l'intérêt de la recherche opérationnelle et de l'optimisation combinatoire, et puis identifier les cas d'usage dans leur entreprise et savoir justement comment la recherche opérationnelle va pouvoir les aider et optimiser les problématiques, les solutions des problématiques, les solutions en réponse aux problématiques, pardon. Donc, le public, en fait, c'est plutôt des directeurs responsables de services, des chefs de projet, des chefs de produits, etc. Sylvain, c'est une formation qui est sur 1 jour. Est-ce que tu peux nous dire ce que sera en capacité de faire la personne à l'issue de cette formation et en quoi consiste la formation? Alors, le but, comment on l'a construit cette formation, c'est vraiment de donner de l'acculturation de la recherche opérationnelle, d'acquérir les billes de conversation. Parfois, on se retrouve avec au sein d'une même entreprise, entre les techniques et les managements, avec un problème de langage, en fait. Et c'est vraiment pour donner les billes de langage, pour avoir le même langage entre les experts RO et les chefs de projet, pour qu'ils aient un ensemble des outils de modélisation, voire de résolution et tout. Donc là, les billes de cette formation, ça va être de donner un maximum d'exemples de recherche opérationnelle, et surtout de les comprendre et de connaître le processus d'un expert RO. D'accord. Et quelqu'un qui a déjà les notions de recherche opérationnelle et qui veut mettre les mains dans le cambouis, du coup? Alors, c'est là où on a la deuxième formation, l'approche technique de la recherche opérationnelle, où là, ça va être vraiment faire un panel des techniques de recherche opérationnelle en Python. Et les billes, c'est pareil, de fournir le langage, mais là, en même temps, les outils de modélisation et les outils de résolution. On va passer par tout ce qui va être théorie des graphes, programmation linéaire et heuristique, algorithmie là-dessus. À l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de faire quoi? Sur un problème donné, il va pouvoir l'exposer sur un problème métier donné, il va pouvoir l'exposer en problème mathématique, pouvoir le modéliser et avoir des outils de résolution. Si c'est un problème pas non plus très compliqué, il va pouvoir faire ses propres résolutions. D'accord. Du coup, on a ouvert 2 formations, en fait, si ça vous intéresse. Donc, une première formation, alors on est en format hybride, alors donc c'est soit dans les locaux à Grenoble, soit à distanciel, ce sera le 16 janvier 2024, pour la première formation qui est la découverte de la recherche opérationnelle. Et l'autre formation, donc, qui est une formation d'approche technique, donc là, ce sera mars 2024. Voilà, donc vous aurez toutes les informations sur le site web ProBIAS. On va vous mettre les infos et le lien sur notre conversation.
Rapidement, Probayes en quelques mots. Donc, on a été créé en 2003. À l'origine, ce sont des chercheurs de l'INRIA et du CNRS qui ont souhaité rendre l'intelligence artificielle accessible à tout secteur d'activité confondu. Donc, on a été racheté par le groupe La Poste 2016. Donc, on est filiale du groupe La Poste. On est centre de compétences en IA du groupe. Notre siège est à Grenoble, à côté de Grenoble, et on a une équipe dans les locaux du siège de La Poste à Paris également. On est 75 docteurs et ingénieurs, on est 85 salariés au total. On fait un peu plus de 7 millions de chiffres d'affaires, donc ça fait 20 ans cette année. On fêtera nos 20 ans mardi prochain. On a 4 conseillers scientifiques avec lesquels on travaille en étroite collaboration, plus de 800 projets développés et 6 brevets déposés aussi. Comment on travaille ? Donc, il y a la partie formation, ça vous l'avez vu, c'est l'Académie Probayes, donc qui est un bout de notre proposition, de notre offre. On a 4 solutions packagées, une Alfred qui est sur l'imputation comptable automatique de factures, les chatbots à rôle, chatbots internes et externes dotés d'intelligence d'IA générative, Fraudia qui est une solution de détection de fraude à la carte bancaire en temps réel, Optinet qui est un outil d'aide à la décision, d'optimisation des réseaux logistiques, donc qui est construit autour de la recherche opérationnelle. Et enfin, notre cœur de métier, c'est le conseil jusqu'au développement de la solution sur mesure, c'est-à-dire qu'on intervient tout secteur confondu depuis 20 ans, de la partie réflexion et aide à trouver les bons cas d'usage sur lesquels on va pouvoir apporter des solutions à fort ROI. Ensuite, on va travailler en étroite collaboration avec les équipes métiers de notre client pour pouvoir aller jusqu'à une solution sur mesure développée avec les équipes métiers et validée par les équipes métiers. Donc, on va en phase de POC. Quand le POC est validé, on industrialise. Mais ce qui fait qu'on vous livre une solution qui vous appartient et dont vous avez participé et que vous savez maîtriser. Et derrière, on fait aussi le maintien en conditions opérationnelles et le run. On intervient donc sur la recherche opérationnelle, l'optimisation combinatoire, mais pas que. On intervient aussi sur tout ce qui est machine learning, deep learning, avec la vision par ordinateur, les fusions de capteurs, les traitements automatiques des langues, la prédiction, le scoring et les réseaux bayésiens. Voilà. Un projet recherche opérationnelle, je ne sais pas si ma petite vidéo elle va marcher, mais du coup, voilà, on va passer ça directement. En fait, le 14 et 15 novembre, on sera sur le salon Supply Chain Event à Paris. Et le 14 novembre, on a une conférence sur ce salon sur la planif RH qui est donnée à 2 voix avec notre client, la Poste Group. Voilà. Et on imagine aussi que, planif RH chez eux, c'est une vraie problématique puisqu'il y a un certain nombre de salariés. Voilà. On vous laisse également nos coordonnées. Et puis, on est disponible si vous avez des questions. Alors. Yield, oui, c'est le Yield Management. Je pense que c'est mon mot-clé. C'est l'accent. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On est encore là pour quelques minutes. Bon, de toute façon, vous avez nos coordonnées si vous avez des questions voilà, à nous poser. Ce sera avec plaisir. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur le salon Supply Chain Event au mois de novembre. Oui, on recrute en ce moment. Oui, effectivement. Si vous allez sur le site Probayes, tout à droite, vous avez la partie recrutement. Et là, vous avez des offres. Voilà, et la possibilité d'envoyer des candidatures libres. Et effectivement, au niveau recherche opérationnelle, alors comment on est constitué? En fait, on a une équipe, on a plusieurs équipes sur des technos différentes. On a aussi des développeurs, des architectes. Donc, on recrute surtout au niveau recherche opérationnelle et dev et archi en ce moment. Voilà.
Et ce qu'on disait aussi avec Sylvain, c'est qu'en fait, sur un projet, vous pouvez être amené à mêler différentes technos, par exemple la vision, la prévision et l'optimisation sur un même projet. Donc, voilà, on travaille en étroite collaboration avec toutes les équipes sur les différentes techniques. Merci beaucoup pour vos messages. Oui. On a une question de Hassan. Bonjour. Est-ce que vous utilisez les techniques de machine learning avec les méthodes de recherche opérationnelle? Donc oui, complètement. On peut cumuler prévision, série temporelle, vision et optimisation. On a certains projets sur lesquels on a travaillé où on cumulait les trois techniques. Hein. Tu me le confirmes, hein, Sylvain? Après, ça dépend où est-ce qu'on les place. Mais oui, on peut, si le ML, on le fait en prévision et tout. Au sein de l'équipe RO, vous allez travailler avec les autres équipes. Avec les autres équipes, voilà. Pour répondre à un problème RO, c'est mon dernier. Ouais. On pourrait. Voilà, ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions... Ah oui. Donc, il y a Johan qui nous dit, oui, je disais yield. Oui, rendement, oui, tout à fait. Hop, alors, le PPT de la présentation, je le rends disponible tout de suite. Logiquement, vous allez pouvoir le charger. Ah ben voilà, ça y est. Magali nous a envoyé un petit message. Voilà, eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier en tout cas pour votre présence et puis on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir.